Monique Proulx est l'auteure de nombreux romans, nouvelles, scénarios et dramatiques, pour lesquels d'ailleurs elle a remporté de nombreux prix. Nous discuterons avec elle aujourd'hui de son roman « Ce qu'il reste de moi ». Monique Proulx, bonjour. Bonjour Josée. C'est un grand plaisir de vous accueillir à C'est un l'émission. plaisir d'être ici. Dites-moi, ce roman, Ce qu'il reste de moi, vous qui êtes originaire de Québec, on sent dans ce livre-là beaucoup votre amour pour Montréal également, autant dans son histoire que dans sa réalité actuelle. Bien, parce que je suis devenue une Montréalaise, mais j'ai déjà écrit à propos de Québec aussi, d'autres façons, mais c'était aussi un prétexte, Montréal, même si je trouve que Montréal est une ville riche et irritante. C'est quand même un milieu qui est très stimulant pour un artiste, pour un écrivain. Et dans le fond, Montréal est devenu comme le prétexte pour parler d'une certaine façon de la manière très, je dirais, fraîche et neuve où les Français sont installés en Nouvelle-France, dans cette région-là. Parce que beaucoup, la colonisation s'est faite à travers le monde avec la cupidité, le désir de dépouiller les peuples. Mais à Montréal, ça a été fait dans un tout autre esprit et je trouvais ça exemplaire. J'avais envie de parler de grandeur à cette époque-ci où on entend tellement parler d'horreur. Il y a beaucoup de références à Jeanne Mance. Oui. D'ailleurs, à l'instar de votre personnage de Laurel, qui lui aussi veut écrire un livre inspiré de Ça Jeanne pourrait être, Mance. c'est son livre en quelque sorte, ce livre-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bien, écoutez, c'est une femme laïque qui traverse l'océan toute seule, sans, je veux dire, sans mari, sans compagnon, sans l'appui d'une congrégation, elle est complètement seule, et qui s'en vient fonder un hôpital en premier lieu, mais une ville, carrément une ville. C'est quand même pas banal, là. On est en 1640, là, c'est pas banal, ça se fait pas. Les femmes ne sont pas présentes. Les femmes libres aussi comme elle, en partant, c'est un personnage extraordinaire. Mais mon pari romanesque, c'était de me demander qu'est-ce qui est resté de cet héroïsme très particulier, parce que c'est une femme qui s'est donnée complètement pour elle, c'était plus qu'une cause, c'était comme une mission divine. Elle s'est complètement donnée. Et je me suis dit, cette générosité-là, cette grandeur d'âme-là, est-ce que c'est possible que ça continue de nourrir le sol montréalais? Quand je dis montréalais, ça s'étend jusqu'à Saint-Hyacinthe. On n'est pas très loin. C'est la même planète, on est dans le même îlot. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible que maintenant, on sente encore les soubresauts de ce cœur-là qui continuerait de battre dans le territoire? Et ma foi, j'en suis arrivée à la conclusion que oui, il y a des restes de Jeanne Mance dans la vie contemporaine. Qui inspire ou qui influence un peu l'âme de Montréal? Bien, je dis que les gens qui sont à Montréal et dans les environs de Montréal sont propulsés malgré eux par un désir de transcendance qu'ils mettent dans toutes sortes de choses. Ça peut être jouer à la loterie, avoir la passion des Canadiens de Montréal ou avoir la passion des arts ou aimer ou avoir envie de faire des familles. Je veux dire, cette espèce de désir de se dépasser, je dis qu'il vient de très loin en arrière de nous. Il y a une filiation dans la dimension élevée que Jeanne Mance nous a... Pas seulement Jeanne Mance, mais Jeanne Mance, pour moi, c'était comme une sorte de figure, surtout à cette époque-ci où on a envie de parler des femmes en bien. Absolument. Vous avez créé une mosaïque riche de personnages Il y en a toute une tribu. très variés et dont plusieurs issus de communautés culturelles différentes et de religions différentes. C'était important pour vous de les révéler ou de nous les présenter? Bien, d'abord, c'est le territoire de Montréal actuellement. C'est vraiment un métissage de toutes sortes de cultures, toutes sortes de religions, d'origines diverses. Et moi, je dirais pas ma mission, mais quelque chose de très important pour moi, c'est montrer et dire et redire à quel point les différences ne sont qu'anecdotiques entre les gens. Et que fondamentalement, on vibre aux mêmes choses, on est mu par les mêmes instincts, on a peur des mêmes obstacles, on a envie d'amour. Et je me dis, il faut se rappeler, lorsqu'on voit quelqu'un
qui a un foulard, ou qui est noir, ou qui est jaune, ou qui est soufi, ou juif hassidique, parce que moi, je reste près de la communauté hassidique, près d'Outremont. Il faut se rappeler que ces gens-là, ce sont les mêmes que toi. Je veux dire, à l'intérieur, on est tous pareils. Et donc, moi, c'est vraiment ce projet-là qui me tenait à cœur. Montrer l'unité sur la diversité. Montrer qu'on est ému par les mêmes pulsions de vie. Oui, je vous cite en disant que le malheur de l'humain, c'est de se sentir à part des autres. Séparé. Et que quand l'humain se sent faisant partie d'un tout, son drame s'estompe. Absolument. Je veux dire, le seul drame, c'est la séparation. Le seul drame, la séparation non seulement des autres, mais de la planète. C'est à partir du moment où l'être humain a commencé à se prendre pour une entité qui n'a plus d'attache, qui n'est pas connectée à son environnement et aux autres, c'est le début de la fin. On vit cette espèce de moment charnière, je dirais, où on est obligé de se rendre compte que les autres sont très différents de nous, et on est obligé de se rendre compte qu'on est en train de bousiller la planète. Alors, je pense qu'il faut se rappeler nos origines. Mais quand je pense aux origines, je ne pense pas seulement à la fondation par les Français sur le territoire de Montréal. Je pense à nos origines premières. On vient de la terre. Je veux dire, tout ça forme une sorte de macrocosme complètement homogène. On est fait des mêmes particules que les rochers, que les animaux. Je veux dire, on appartient à la même terre, au même univers. Vous avez un rapport très particulier à la nature, justement. Vous dites que c'est englobant, que quand on est dans la nature, on se sent... J'ai écrit un livre avant sur la nature complètement qui s'appelait Champagne. Alors là, j'avais envie d'aller à la ville, mais pour moi, c'est comme le même discours dans le sens que tout ça fait partie de nous. Nous appartenons à ça. Nous appartenons à la terre. Nous appartenons aux autres. Nous faisons partie d'un même tout. Il est également question beaucoup de religion et de préjugés. Vous venez de l'aborder aussi parce qu'on rencontre, je pense au père de Laïla, par exemple, dans le livre, qui dit elle ne veut pas se sentir afghane, elle ne veut pas se sentir musulmane, elle ne veut pas. Donc, ça participe à la même préoccupation dont vous nous parliez. J'avais vraiment envie de mettre en scène des musulmans parce que, je veux dire, on entend beaucoup parler d'eux et pas toujours de la façon qu'il faudrait. J'avais envie de parler, de justement jouer avec nos préjugés, donc de présenter d'abord le père de Laïla. Laïla qui est une jeune femme qui étudie le français et c'est sa professeure de français qui est un des personnages principaux, qui elle, fait partie de la lignée franco-française, québécoise de souche, qui lui enseigne le français comme à plein d'autres ethnies venues de partout. Et qui a peur, soudain, que son père soit une sorte de tyran, donc d'espèce justement, un barbu intégriste qui l'enferme chez elle. Et la jeune fille, c'est ce qu'elle prétend. Comme toutes les jeunes filles qui veulent soudain s'affranchir de leurs parents, sauf qu'on découvre tout à fait l'autre côté. On découvre que cet homme-là, dans le fond, est un modèle de bonté et d'ouverture. Mais merci beaucoup, Monique Proulx. On doit s'arrêter ici. Ça a été une entrevue très intéressante. Écoutez, j'attends de rencontrer les gens, les lecteurs, les gens de Saint-Hyacinthe. J'espère que vous ferez une belle visite. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci, Josée. Au revoir. Les rives qui défilent sous ses yeux sont celles d'un paradis terrestre touffu. Des chênes, des hêtres, des cèdres, des peupliers comme dans la campagne chez elle, mais entremêlant leurs camailleux de verre sans brèche et sans discipline. Et à l'avant-plan, des fleurs comme elle n'en a jamais vues, une tapisserie de couleurs et de débordements allègres. Des oiseaux piquent l'air de leur tracé et de leur chant inusité. Même les oiseaux d'ici semblent marqués par l'immensité. Quand le navire finit par s'approcher des berges, il se dégage du paysage des parfums si forts qu'un vertige la prend, car cela sent, oui, cela sent les débuts enivrants du monde. Le 17 mai 1642, en fin d'avant-midi, peut-être à 11h11 précise, mais impossible de l'affirmer, car le temps qui ponctue ces territoires n'est pas celui étriqué de la civilisation. Ils accostent dans une baie. Paul de Chaumédé est le premier à sauter à terre, à embrasser le sol, le premier aussi à abattre le premier arbre.
Théâtre sur la cause aujourd'hui, notre chroniqueuse orthopédagogue Lucille Denis, bonjour. Allô, José. Va nous dévoiler les coups de cœur de lecture, les choix de lecture des garçons. Oui, j'ai demandé à mes élèves de 5e et 6e année, donc 10-12 ans, de me faire la liste des livres qu'ils devraient recommander aux autres enfants parce que paraît-il que ça aide au niveau de la lecture, de la motivation de la lecture. Ton ami l'a lu, tu as envie de le lire, tu le passes à un autre. Exactement. Et j'y vais avec Patrick Sénécal, 7 comme 7 heures. Et c'est une histoire qui fait appel à des référents d'enfants, le Père Noël, le lapin de Pâques, donc toute une intrigue autour à la Patrick Sénécal, mais un petit peu moins violente que dans les livres d'adultes. Après ça, vous avez La machine à rajeunir. Ils m'ont dit, madame, il faut absolument que vous parliez de ce livre-là. Ça se passe au Québec, en Gaspésie particulièrement. Et puis, c'est un enfant qui doit prendre en charge ses parents qui sont en train de rajeunir. Il y a comme une intrigue derrière ça. Et puis, beaucoup d'humour. C'est presque du fantastique un petit peu, les parents qui rajeunissent? Oui. Au niveau du fantastique, cette histoire-là se passe à Montréal. Et puis là, ce sont des enfants qui vivent dans un monde aseptisé, mais sous la terre, sous le Mont-Royal. Et un enfant décide d'aller sur Terre pour voir qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Les enfants aussi m'en ont parlé. Donc, fantastique aussi. Au niveau des albums jeunesse, la rédaction, je l'aime beaucoup. C'est pour parler de la dictature. Puis, c'est un enfant qui doit écrire une lettre pour savoir ce que font ses parents le soir. C'est un moyen de détourner un peu pour savoir qui dénoncer au niveau des parents. Fait que très intéressant, puis ça peut aller à d'autres sujets. Et l'illustration est magnifique en passant. Je ne suis pas un numéro pour parler des pensionnats autochtones. On peut en parler aussi, les enseignants peuvent prendre ce livre-là, mais aussi les parents pour parler justement de l'histoire du Canada. Très intéressant, vraiment très touchant. Ça nous aide à trouver les bons mots aussi. Hein? Oui, vraiment. Puis, bon, un petit coup de cœur pour les bandes dessinées. Les élèves ont beaucoup aimé ça, les enfants de la Résistance. Puis ça, c'est une bande dessinée un peu plus policière. Fait qu'après, avec les bandes dessinées, on peut amener vers des genres policiers, des romans. Donc, ça peut être initiateur de d'autres lectures après. Alors voilà, c'était les recommandations. Merci beaucoup. Belles idées. Au revoir. Bonjour Jean-Marc. Bonjour José. Dis-moi où tu nous emmènes aujourd'hui. On s'en va ailleurs. Et évidemment, cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un magnifique roman que j'ai découvert tout récemment parce qu'on a eu la chance de recevoir l'auteur à Théâ Saint-Germain. C'est l'auteur de la série Victor Cordier, Annie Bacon, qui nous est arrivé en 2016 avec un magnifique bouquin chronique post-apocalyptique d'une enfant sage. C'est moi. C'est toi. Je sais pas si c'est toi, mais je sais pas si tu aurais voulu te retrouver un jour à te promener sagement dans les rues de Montréal avec une valise bleue et bien sûr dans une ville qui est complètement démolie. Ah oui. Oh. Alors, évidemment, ça semble un peu dramatique. On pourrait bien sûr croire que c'est dramatique, en quelque sorte. Mais c'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien présenté que ça nous amène dans un lieu où on aime bien. Devine où va se réfugier la jolie Astrid de 13 ans. Elle se retrouve dans une bibliothèque. C'était le meilleur endroit qu'elle pouvait trouver pour retrouver le calme, pour être certaine de ne pas être dérangée. J'ai envie de t'en lire un petit extrait. Tu permets? Oh oui, vas-y. Alors écoute bien. 12 mai, avenue du Mont-Royal. Montréal n'est plus que ruine. Au centre-ville, les hautes tours gisent en piles informes, réduites à leurs plus petites composantes, telles des constructions en Lego retournées dans leur bac d'origine. Pas un bruit, si ce n'est que quelques hurlements de systèmes d'alarme qui ne sonnent pour personne. La poussière est à peine retombée, les rats se terrent encore. Dans une rue du plateau Mont-Royal, une fille de 13 ans marche, tirant derrière elle une valise bleue. Ses bras trop raides alternent à la tâche. 10 pas pour la main droite, 10 pas pour la main gauche. Tu t'imagines, petite fille de 13 ans, avoir à décider qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est pas bon à faire dans une situation ainsi. Parce qu'il est évident que... Bon, évident, ça pourrait ne pas sembler être évident, mais la petite fille Astrid a perdu ses parents dans tout ça.
On les découvre surtout par leurs bons conseils qu'ils ont donnés à leur fille et ce qui ont fait d'elle, bien sûr, celle qui a pu vivre un moment d'aventure assez grand. Dans cette belle histoire, chronique post-apocalyptique d'une enfant sage. Merci, Jean-Marc. Ben, ça me fait plaisir. J'ai hâte de le lire. Je suis certain. Mon coup de cœur, je vous dirais que c'est le livre de M. André H. Gagnon. M. André H. Gagnon, quincaillier, très bien connu de la région, un homme de cœur, un homme qu'on a côtoyé aussi à plusieurs reprises, un homme qui est un modèle pour notre communauté. Cet homme a bâti une entreprise avec son cœur, a partagé aussi beaucoup son expertise, ses connaissances avec beaucoup de gens. Moi, c'est des livres qui m'inspirent. Parce que lorsqu'on lit un parcours d'une personne qui a réussi, surtout une personne qui a réussi chez nous, qui est un modèle, ben c'est motivant. Et ça nous donne, je vous dirais, des idées pour s'améliorer. Et ça nous donne aussi des idées pour bâtir une meilleure communauté. Donc, c'est un livre qui m'a apporté beaucoup. Pour la chronique État des lieux, on rejoint Charles. Bonjour Charles. Allô, José. De quoi on jase aujourd'hui? On va parler de livres audio. Je ne sais pas si tu utilises ça un petit peu, cette technologie-là. J'en ai déjà reçu, je t'avoue. J'aurais pas été portée peut-être, moi, à aller m'en choisir. Puis j'ai découvert que j'appréciais ça beaucoup quand je fais de longues routes. Exact. Bien, écoute, tu me devances. Mais tu n'es pas la seule à ne pas en avoir beaucoup. En fait, au Canada, selon une étude de BookNet, on serait à peu près 26-28 % d'utilisateurs du livre audio, ce qui est assez... C'est très peu. Assez peu, oui, c'est ça. Et pourtant, moi, je trouve que le livre audio a comme deux grands avantages par rapport au livre papier. Et le premier, c'est celui dont tu as parlé, c'est qu'on peut dans le fond, on peut le lire, on peut l'écouter un peu n'importe quand. Puis moi, ça me fait toujours rire parce que les gens me disent « Ah oui, j'aimerais donc ça, pouvoir avoir plus de temps pour lire. Oui. Tu sais, puis je prends pas le temps pour lire. Puis on n'a pas le temps de lire, mais on a du temps à passer 1 heure, 2 heures dans le trafic à tous les jours. Qu'on le pour veuille aller ou pas, travailler. hein, c'est ça. Donc, le livre audio, bien, au lieu d'écouter Despacito pour la 168e fois ou les dernières rumeurs sur les Kardashians, bien, on peut écouter un livre dans son auto. Puis, je trouve que c'est même une écoute très intéressante. Puis, c'est effectivement un petit peu moins efficace que la lecture. Si je lis, moi, je trouve que je retiens plus, mais Oui. quand même, c'est super intéressant. C'est souvent, la narration est souvent faite par de très belles voix, par des comédiens exercés qui font vraiment bien ça. Ça ajoute beaucoup, beaucoup, je trouve, au plaisir de l'écoute. Exact, exact. Puis, ça m'amène à mon deuxième point qui est, moi, je trouve que l'autre défaut du livre, c'est que c'est difficile à partager. C'est une expérience qui est difficile à partager. Si je veux C'est qu'on vrai. parle d'un livre, je vais devoir lire mon livre, te le prêter, que tu le lises, et après, on pourrait avoir une discussion. Puis je pense que quand on est entre amis ou avec les gens du bureau, tout ça, bien, on va avoir tendance à vouloir parler de l'émission d'hier, tout ça. On peut écouter l'émission ensemble, tu sais, le soir, tout ça. Alors que le livre audio, c'est ce que ça apporte, c'est qu'on peut l'écouter ensemble. On peut être plusieurs à l'écouter en faisant de la route, par exemple, ou en faisant une autre activité. Quand je fais mon jogging, je peux dire, bien, on part en jogging, fais ton jogging, écoute le livre, on va pouvoir s'en parler, des trucs comme ça. Donc, c'est quelque chose de très convivial. Puis, les gens peuvent en trouver gratuitement sur des applications comme Audible, puis Overdrive, mais aussi sur Radio-Canada. Ah, Puis, oui, Radio-Canada a une belle offre sur le web, mais aussi sur son application Première Plus. Puis là, j'en profite pour m'adresser aux gens de Radio-Canada qui ont une très belle offre. Mais moi, ce que j'aimerais trouver, c'est des romans à plusieurs voix, où on pousse un petit peu plus, où oui, il y a le narrateur, mais où les dialogues sont peut-être parlés par plusieurs auteurs. On est des grands, grands amateurs de téléromans au Québec, mais il est temps qu'on passe au radio-roman. Ça serait bien. Le message est lancé. Merci, Charles. Pour les
5 prochaines émissions, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Marie-Claude Gendron, retraitée du secteur financier, Christine Poirier, directrice de la Fondation Aline Letendre de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, Michel Couture, directeur des ventes au niveau canadien, et Denise Dumont, conseillère en ressources humaines. Bienvenue au Club de lecture. Merci. Merci. On va débuter avec Marie-Claude qui va nous présenter le livre qu'elle a choisi. De quoi tu nous parles, Marie-Claude? Alors, j'ai le plaisir de vous présenter un livre de Daniel Case, qui est Les 1001 vies de Billy Milligan. En fait, c'est un livre, c'est un ouvrage à trait psychologique, parce que Billy Milligan, en fait, c'est l'histoire vraie. Apparemment, Billy Milligan a vraiment existé et c'est le premier Américain, en fait, qui a été reconnu non criminellement responsable et acquitté de 4 viols, en fait, qu'il aurait commis, et ce, parce que s'il avait des personnalités multiples. Et en fait, il y avait au total 24 personnalités, Billy Milligan, 10 prédominantes, et il y a 14 autres qui se sont rattachées par la suite. Alors, le livre traite de... On voit tout le traitement, on voit tout l'aspect juridique au départ. Qu'est-ce qui a amené à vraiment son acquittement? On connaît toute son enfance par la suite. Qu'est-ce qui l'a amené à avoir ce trouble psychologique-là? Et finalement, le traitement pour essayer d'unifier toutes les personnalités. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui est venu te chercher dans ce livre? Bien, moi, j'ai toujours aimé beaucoup tous les œuvres qui sont à caractère psychologique. J'avais commencé, j'étais très jeune avec Sibylle qui m'avait vraiment frappée. Donc, c'est une lecture qui me parle, qui m'intéresse parce que je trouve ça tellement fascinant, tout ce que le cerveau, les capacités du cerveau. Et aussi, on peut voir aussi, on peut constater que, tu sais, les grands sévices, qu'est-ce que ça peut faire chez quelqu'un qui est prédisposé ou vulnérable à ça? Moi, personnellement, j'aurais aimé ça, être dans la pièce avec les psychiatres et de voir là, les personnalités là, prendre naissance devant eux, tu sais, c'est vraiment fascinant. Oui, ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est qu'il y a des personnalités qui sont conscientes, qui se connaissent, mais il y en a d'autres qui ne se connaissent pas entre elles. Oui, et puis dans ces 24 personnalités, ce qui est intéressant, c'est que il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants. Il y a même une petite fille là, de 3 ans là, dans ces personnalités. C'est particulier. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant beaucoup dans la deuxième partie, en fait, là, quand il parle de la famille, parce qu'il parle de sa famille, mais c'est comme raconté comme un roman. Puis on suit les personnages comme si c'était tous des personnages distincts, donc on suit la vie de chacun des personnages, de chacune de ces personnalités. J'ai trouvé ça super intéressant, moi, ce livre-là. Puis j'ai aimé beaucoup le côté juridique au début, beaucoup. J'ai trouvé ça très intéressant de voir la découverte des personnalités par les personnes du milieu médical et puis comment ils les traitaient, puis comment ils arrivaient à essayer de fusionner les personnalités. C'est un livre très C'est pas aride, hein? Ce que tu en dis, c'est la façon dont c'est présenté, c'est pas du tout aride. Non. Même la partie plus juridique et tout, là, c'est bien écrit, c'est bien vulgarisé. Là, oui, parce que moi, j'avais beaucoup de réserves avant de lire ça. Je ne voulais pas m'embarquer dans quelque chose de très psychologique, très dérangeant. Puis finalement, je me suis prise à adorer ça, puis à continuer la lecture, puis à avoir de la difficulté à le lâcher. Là. Mm-hmm. Malgré que dans la deuxième partie, avant la fin, là, en tout cas avant qu'on revienne un peu du côté du traitement, quand on raconte ses personnalités, puis il y a quelquefois des longueurs, par contre. Moi, j'ai trouvé, là, tu sais, à un moment donné, c'est comme... on a hâte de voir que ça aboutisse, là. Moi, ce que j'ai trouvé un petit peu moins agréable à lire, c'est la dernière partie, en fait. C'est l'histoire de Daniel Case. C'est l'histoire du journaliste qui va le rencontrer, parce que pour raconter ça, il a bien fallu qu'il soit en contact avec lui. Ouais. Et c'est le ton qu'il adopte. Il dit toujours... L'auteur est allé rencontrer. L'auteur a appris que... Ça, moi, ça m'a fait un petit peu décrocher. Je trouvais que c'était... On sent qu'il veut mettre la distance. Oui, c'est ça. Il veut se défendre, hein, peut-être. Ben, se défendre ou montrer l'aspect plus documentaire, je ne sais pas. Parce qu'il l'a quand même côtoyé longtemps. Parce qu'il y a pendant eu des 2 ans, à un moment donné, Billy Milligan revient un petit peu plus sain, si on peut dire, d'esprit, parce que ses personnalités ont réussi à se fusionner.
Et on a tout le temps envie d'en apprendre plus parce que les gens autour de la société, ils ne comprennent pas là, à qui ils ont affaire. Oh, il joue la comédie, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Bien, la majorité des gens, ils étaient certains qu'ils fabulaient. Qu'est-ce qui avait été la motivation de l'écrivain? La motivation de l'écrivain? De faire un livre sur ce personnage-là. Ouais. Je pense qu'il avait peut-être entendu aussi parler de ce cas-là, et puis il s'y intéressé, puis il l'a suivi pendant quelques années. Oui. Donc, tout ce qu'il raconte dans son livre est vraiment... c'était documenté. C'est vraiment suite à ses entrevues qu'il y a eu avec lui pendant ces 2 années-là. Puis il avait été libéré à un moment donné complètement. Billy? Oui. Non, il n'a pas été libéré. Ah non, ah non. Okay. Non, il a toujours été... ses avocats ont toujours voulu le ramener à l'hôpital psychiatrique d'Athènes, où les premiers psychologues et psychiatres, c'est eux qui ont vraiment diagnostiqué que c'était une personnalité multiple. C'est eux qui ont travaillé à unifier ces personnalités. Mais une fois que le jugement a été donné, il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique, mais carcéral, dans un autre endroit en Ohio aussi. Ça n'a pas donné les mêmes résultats que les premiers avant. Qui y croyaient, en fait. Qui y croyaient plus, puis qui étaient vraiment là pour l'aider, parce qu'il l'avait aidé davantage. Il n'a pas pu se refusionner. Puis quand il était fusionné avec ses 24 personnalités, il devenait ce qu'il appelait le professeur, qui était le Billy. Complet, en fait. Complet. Oui, avec toutes ses connaissances, avec toutes ses personnalités réunies. Il avait conscience de ses connaissances. Oui, il avait tout ça. C'était vraiment quelqu'un de grande capacité. Oui. Merci Marie-Claude pour cette belle présentation. Ça fait plaisir. On le recommande à tous. Oui, c'est une belle lecture.